Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Et sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine dit adieu aux préfectures pauvres, pas encore à la pauvreté. La difficile lutte contre les violences conjugales en Chine. La Chine va renforcer sa coopération avec les grandes organisations internationales. TikTok a désormais jusqu'au 4 décembre pour se trouver des propriétaires américains. Et pour finir ce journal, nous nous rendrons au centre de la Chine, dans la province du Hubei à Wuhan, à la découverte de la gastronomie locale de cette immense ville de 11 millions d'habitants, avec au menu des nouilles sèches et chaudes, une spécialité de la région. La Chine dit adieu aux préfectures pauvres. Lundi, les 9 derniers districts démunis, tous situés dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, ont éliminé la pauvreté absolue. D'après Xinhua, l'Empire du Milieu a réalisé ce que les responsables chinois décrivent comme l'objectif politique phare cette année du président Xi Jinping. Le pays a affranchi 93 millions de personnes de la pauvreté depuis 2013. Sur 832 préfectures en état de pauvreté, 780 ont réussi à se défaire de cette classification entre 2016 et 2019, précise le sous-directeur du bureau Xia Jingshen. En 2020, année de lutte contre la pandémie de Covid-19, les 52 préfectures restantes ont été proclamées sorties de la pauvreté par les autorités provinciales, a précisé le responsable, commentant « Ce résultat est extraordinaire ». Il a toutefois précisé que cette déclaration reste à être amendée par des enquêtes et études complémentaires et que la sortie de la pauvreté absolue laisse encore du travail à accomplir en la matière. Enfin, la sortie totale de la pauvreté relève d'une proclamation des autorités centrales, a-t-il dit. L'annonce de l'agence Xinhua se fonde sur la déclaration de la province du Guizhou dans le sud du pays, selon lesquelles ces 9 dernières préfectures pauvres ont atteint les critères nécessaires. Un succès rangé par l'agence officielle à l'actif du président Xi Jinping dans les pages qui lui sont consacrées. Xi avait fait de la sortie de la pauvreté un objectif central de sa politique lors du 18e congrès du PCC en 2012. Ainsi, le revenu net annuel moyen des personnes pauvres dans ces 9 districts s'est élevé à 11 487 yuan, soit environ 1740 $, un montant au-dessus du seuil national de pauvreté de 4000 yuan fixé en 2020. Gao Gang, chercheur à l'Académie des sciences sociales du Guizhou, a affirmé que réduire à zéro la liste de districts pauvres indique que la Chine a résolu la question vieille de 1000 ans de la pauvreté extrême. Il signifie également que la Chine est entrée dans une nouvelle phase de développement. Selon l'agence de presse Xinhua, il s'agit d'un rêve poursuivi par la nation chinoise génération après génération pendant des milliers d'années et un grand objectif du Parti communiste chinois qui dirige une nation de 1,4 milliard d'habitants. D'après l'administration, les 52 derniers districts ont été les plus difficiles à sortir de la pauvreté en raison de conditions naturelles difficiles, de la soudaine pandémie de Covid-19 qui a eu un impact sur l'économie chinoise et le monde, et des difficultés dues à la dernière vague du pays d'élimination de la pauvreté absolue et de construction d'une société modérément prospère à tout égard. Après près de 100 millions de personnes ayant fait leurs adieux à la pauvreté depuis 2012 et l'élimination imminente de la pauvreté absolue, la Chine est sur le point d'atteindre l'objectif de mettre fin à la pauvreté telle que définie dans le programme de développement durable à l'horizon 2030, avec 10 ans d'avance sur le calendrier. En Asie, les violences sexuelles et sexistes que subissent les femmes sont encore largement tabous. Les voix s'élèvent peu à peu, mais les autorités locales, notamment en Chine, ont du mal à s'attaquer aux racines du problème. La ville de Yiwu est-elle une pionnière dans la lutte contre les violences conjugales? Les autorités locales ont dressé une liste noire des personnes avec un passé violent. Avant son mariage, une personne peut donc vérifier si son conjoint apparaît sur cette base de données. Les associations de défense des femmes aimeraient voir cette mesure appliquée dans le reste du pays, mais voudraient aussi que les lois existantes soient appliquées. Depuis 2016, les victimes de violences peuvent demander une ordonnance de protection aux autorités. Des demandes qui restent souvent sans réponse. Pour cet avocat, le texte de la loi devrait aussi être revu. 关于家庭暴力的定义和类型的问题，这是一个老生常谈的问题。反家庭暴力法将精神暴力和身体暴力，对吧，纳入了法律的规制范畴，但是它没有明确的表示性暴力跟经济控制属不属于家庭暴力的一种形式。
Face à ces lacunes, certaines victimes se tournent vers les réseaux sociaux pour partager leur peine. À la fin 2019, cette vidéo fait le buzz sur l'internet chinois. Partagée par He Yuhong, une influenceuse beauté avec 1 million d'abonnés, elle raconte l'histoire d'une relation qui a mal tourné, où la violence psychologique a finalement mené à la violence physique. Mais dans la plupart des cas, les victimes se tournent vers des bénévoles comme Lin Shuang. Pour sensibiliser la population, elle distribue des brochures dans les quartiers résidentiels. 它是一个介绍家庭暴力的一些误区，就是还是在这个文化里面，大家可能觉得家庭暴力，比如说是只有发生在农村的一件事情，或者是说受害者他肯定也是有错，是因为他的软弱啊什么之类的，就是用英文说就是这个 myth， 有很多这样的 myth， 就是跟大家。Mais certaines idées ont la vie dure. Le nouveau code civil chinois impose aux couples souhaitant divorcer une période de 30 jours avant de voir leur demande approuvée. Une peine supplémentaire pour celles qui voudraient fuir leur bourreau. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a accueilli mardi virtuellement la table ronde annuelle 1+6 avec les dirigeants de 6 grandes organisations économiques internationales, dont le groupe de la Banque mondiale, le FMI et l'Organisation mondiale du commerce. Leurs discussions se sont concentrées sur des solutions visant à promouvoir la reprise économique mondiale et la croissance dans l'ère post-Covid-19. La deuxième économie mondiale et ses principales institutions mondiales s'emploient à atteindre l'objectif commun de ramener l'économie vers la croissance l'année prochaine. Le soutien et les politiques que la Chine a présentées ont déjà eu un certain effet et cela donne un peu d'optimisme à la communauté internationale. Le développement de la Chine est profondément intégré dans le développement mondial. Nous nous engagerons dans une plus grande ouverture. La Chine ne cherche jamais délibérément des excédents commerciaux. Nous tenons à la fois aux importations et aux exportations. Nous voulons atteindre l'équilibre commercial et le développement durable, en nous basant sur les statistiques, alors que nous approchons de la fin de l'année, en particulier sur celle de l'activité économique, nous sommes pleinement confiants sur le fait que l'économie chinoise réalisera une croissance positive cette année. Et nous nous attendons à ce qu'elle revienne dans la bonne fourchette l'an prochain. Les politiques macroéconomiques de la Chine resteront stables, efficaces et durables. Les dirigeants de la table ronde ont exprimé leur appréciation des contributions de la Chine dans la réduction de la pauvreté, dans la lutte contre le changement climatique et dans la promotion du commerce et de l'investissement. Et ils se préparent à élargir la coopération alors que Beijing prépare le plan pour le développement économique et social pour les 5 prochaines années. Nous devons travailler ensemble pour continuer à aider les pays les plus vulnérables en accordant un allègement des dettes et de nouveaux financements. L'extension de l'initiative de suspension du service de la dette du G20 et le nouveau cadre commun pour les traitements des dettes sont les bienvenus et nous apprécions les efforts déployés par la Chine pour parvenir à un accord sur ces initiatives. Le Premier ministre Li Keqiang a souligné que la Chine continuerait d'assumer ses responsabilités en tant que pays en développement. Il a souligné le soutien de Beijing aux organisations mondiales alors qu'elles mènent la gouvernance mondiale post-Covid. Bien que les dirigeants mondiaux aient averti que la reprise après la récession de cette année pourrait être lente en raison de la résurgence des cas de Covid-19, beaucoup ont confiance quant au fait que la coopération entre la Chine et le reste du monde peut aider à coordonner diverses politiques macroéconomiques pour résoudre la crise, et les efforts conjoints visant à promouvoir le multilatéralisme et le libre-échange seront propices à la reprise et à la croissance économique mondiale. TikTok a désormais jusqu'au 4 décembre pour se trouver des propriétaires américains. L'administration Trump a accordé mercredi ce délai supplémentaire d'1 semaine à ByteDance, propriétaire chinois de l'application de vidéo TikTok, pour faire passer ses activités aux États-Unis sous pavillon américain. Le comité sur l'investissement étranger aux États-Unis a accordé à ByteDance une prolongation d'1 semaine du 27 novembre au 4 décembre 2020 pour laisser le temps d'examiner une proposition révisée récemment reçue par le comité, a indiqué à l'AFP un porte-parole du secrétariat américain au Trésor, sans donner d'autres précisions. Ce nouveau délai, après celui de 14 jours accordé le 13 novembre, repousse la menace d'interdiction d'opérer aux États-Unis pesant sur TikTok. L'avenir de TikTok est en effet en suspens aux États-Unis depuis les craintes sur la sécurité nationale soulevées par l'administration Trump pendant l'été.
Donald Trump avait signé un décret le 14 août contraignant Biden à céder ses activités américaines sous 90 jours, sous couvert de menaces à la sécurité nationale des États-Unis. Washington exige que Biden vende ses actifs aux États-Unis à des entreprises ou des investisseurs américains. Le réseau social, qui dément les accusations d'espionnage, avait proposé, selon des documents judiciaires consultés le 13 novembre, de créer une nouvelle société pour héberger ses activités américaines. Celle-ci serait codétenue par le groupe informatique Oracle en tant que partenaire technologique, le géant de la distribution Walmart en tant que partenaire commercial et les investisseurs américains de Biden. Donald Trump avait donné son accord de principe en septembre à une première offre de Biden prévoyant qu'Oracle et Walmart prennent 20% des parts d'une société nommée TikTok Global, chargée des activités mondiales de la plateforme et dont le siège serait basé aux États-Unis. Mais des réticences avaient vite émergé, certains dans l'entourage du président américain jugeant que Biden garderait le contrôle de la nouvelle société. L'accent français est souvent considéré comme le plus sexy au monde, habitué à être en tête des classements des accents les plus hautes de la planète. La langue de Molière vient pourtant de perdre sa première place d'après une étude mondiale réalisée par Time Out. 37 000 personnes de 30 pays différents ont été interrogées pour réaliser ce sondage. L'enquête a sacré l'accent britannique comme le plus sexy du monde, détrônant la France. En tête, on trouve donc l'accent britannique avec 25% des votes devant le français avec 16%, lui-même suivi de très près par l'italien avec 15%. L'accent british arrive notamment en tête des votes dans les pays tels que la Suède, la Chine, mais aussi les États-Unis qui le préfèrent à l'anglais américain. De son côté, le français semble davantage prisé en Australie, au Brésil, en Turquie, ainsi qu'en Russie et en Italie. Les Néerlandais et les Allemands semblent également avoir un petit faible pour l'accent français. Par ailleurs, contrairement aux Thaïlandais, les Français n'ont pas voté majoritairement pour leur propre langue et ont largement préféré l'accent italien. Dans cette même enquête, les personnes interrogées se sont également prononcées sur les villes où l'on trouve spécifiquement un accent sexy. Résultat, Londres, Paris, Rome et Édimbourg arrivent en tête devant Porto et Madrid. Si les Français sont connus pour leur piètre maîtrise des langues étrangères, notamment l'anglais, il est indéniable que la touche Frenchy de notre accent ne laisse pas insensible à l'international. Bien que dans ce classement, le français n'arrive qu'en deuxième position, d'autres enquêtes ont montré qu'il se situe généralement bien devant l'accent britannique. Et quand ni l'un ni l'autre n'arrive en tête, c'est l'accent néo-zélandais qui se hisse sur la plus haute marche du podium. Depuis quelques années, une boisson ancienne, brassée à l'origine en Chine il y a des millénaires, est à la mode en Europe. Ça s'appelle le kombucha. Cette boisson à base de thé froid fermenté est prisée des adeptes de la santé à travers le monde qui y vouent un véritable culte. Zoom sur le kombucha, ce breuvage chinois plein de promesses et de bienfaits. Obtenu par la fermentation d'une infusion à l'aide de levures et de bactéries, le kombucha a un goût aigre qui ne fait pas l'unanimité et qui longtemps n'a séduit que les adeptes des magasins bio. Aujourd'hui, même les fabricants de soda s'y intéressent. Cette boisson aurait été conçue il y a des milliers d'années au temps de l'empereur Qin Shi Huang, après avoir ordonné l'édification de la Grande Muraille de Chine, commandé une armée de 8000 soldats en terre cuite, vaincu 6 royaumes et battu un des plus vastes empires que la planète ait connu. Le monarque exhorte son administration à lui trouver un élixir d'immortalité. La potion finit par se présenter sous la forme d'un breuvage à base de thé fermenté dont les notes acidulées riment avec l'éternité. La boisson sera autrement plus endurante que le tyran mort en 210 avant Jésus-Christ. Elle s'écoule aujourd'hui encore dans les gosiers du monde entier. Dans les enseignes bio et les rayons des supermarchés, sur les cartes des cafés et des restaurants huppés, vous retrouverez la même graphie insolite. Kombucha, d'abord prononcé avec révérence et non sans affection par un public confidentiel, son nom a ensorcelé jusqu'aux multinationales Coca-Cola et Pepsi qui ont racheté des fabricants de kombucha. Le soda millénaire brasse un pétillant marché qui pourrait peser pas loin de 4 milliards de dollars, soit 3,6 milliards d'euros d'ici 2023. Le kombucha frappe par son goût aigre, pas des plus accessibles. Après avoir essaimé en Asie, la boisson étend stratégiquement sa conquête des palais à la Russie, habituée aux légumes lacto-fermentés et aux saveurs vinaigrées.
Le kombucha, appelé élixir de longue vie par les Chinois, est réputé pour ses nombreuses vertus thérapeutiques. En effet, on trouve dans ce bouillon de culture des vitamines B, C et D, des minéraux, fer, manganèse, magnésium, potassium et des enzymes actifs, des acides organiques et des antibiotiques naturels, ainsi que des acides aminés et des polyphénols. Cette boisson aurait des effets sur l'appareil digestif car ses probiotiques équilibrent notre flore intestinale, positif aussi pour garder la ligne car ses antioxydants ont un effet détox. Le kombucha serait aussi capable de booster notre système immunitaire. Certains assurent même qu'il a des effets anti-cancer et serait excellent pour les articulations, même si aucune étude ne le prouve. Vous pouvez même fabriquer votre propre kombucha chez vous, c'est assez simple. Il suffit de glisser une souche mère dans une infusion de thé vert ou noir et de la laisser fermenter 8 à 10 jours. Une souche mère, c'est un galet visqueux composé de levures et de bactéries acétiques qui permet la fermentation. Cette souche mère se transmet entre amis ou s'achète en épicerie bio par exemple. Il suffit ensuite de suivre une recette très simple pour fabriquer son propre breuvage qui doit ressembler à son terme à un cidre doux légèrement sucré et pétillant. Sinon, vous pouvez également en acheter tout fait, toujours en épicerie bio, mais mieux vaut savoir que la pasteurisation détruit à peu près tous les éléments intéressants du kombucha. Si vous ne cherchez qu'une boisson désaltérante avec de nombreuses vertus, c'est la boisson qu'il vous faut. Et pour finir ce journal, direction le centre de la Chine à Wuhan pour découvrir la gastronomie locale avec la spécialité du petit déjeuner là-bas, les lekanmian, des nouilles sèches et chaudes typiques de Wuhan. Quelles sont les traditions du petit déjeuner pour les Wuhanais? Comment mangent-ils les nouilles? Quel est leur goût? Les réponses, c'est tout de suite dans ce reportage signé CGTN. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Charroué et aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter notre ami wuhanais et français Fred à venir avec nous dans cette rue Poussian. Bonjour, la rue des petits déjeuners en fait, qui est très connue à Wuhan pour la gastronomie. D'accord, alors il est 9h du matin, on va voir ce qu'il nous propose comme petit déjeuner ici dans la rue. Oui. Ok, bon, bah, allons-y. Pour vous dire, on est mercredi à 10h du matin, donc il n'y a pas grand monde parce que les vrais Wuhanais ils sont déjà partis, ils ont déjà pris leur petit déjeuner pour partir au travail. C'est différentes variantes en fait, ouais, sur les gamienes en fait, avec les crevettes, avec les écrevisses. Une fois terminée la préparation, là on va commencer à ajouter plus d'ingrédients. On va déguster les lekanmian. Alors ça se mange très chaud et assez rapidement parce qu'il ne faut pas que les nouilles justement se ramolissent trop. Ah d'accord, donc il faut remuer, c'est ça? Oui, il faut bien enlever et manger. Le goût. Ouais. Okay. Bah, donc mon premier lekanmian de la vie. Le bol. Bah, on a fini. Et avant de se quitter, je voulais vous montrer ces images. Dans la province chinoise du Jiangxi, au nord-ouest du pays, un couple de jeunes mariés a célébré son mariage d'une drôle de façon. Une Maserati a drifté autour d'eux au milieu d'une route. Pas très romantique. Bon, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Et retrouvez-nous sur mandarintv.fr. Merci. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.